bonjour. Pendant que vous appréciez ce moment, on va vous chanter des chants, on va proclamer notre foi dans une petite version jazz, 3 chants. Je loue ton nom éternel, j'aime célébrer ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel, j'aime célébrer ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel, je loue ton nom, je loue ton nom éternel. J'aime célébrer ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel, Je loue ton nom éternel, j'aime célébrer ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous Tu sauver. viens du ciel, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toute crainte disparaît. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré, mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Tu es éternel, tu étais, tu seras. Tu es fidèle, toujours près
Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable, énorme. Mon espoir est assuré, mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en ton nom. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu est ma paix, il tient toutes choses dans sa main, toujours présent, il fait fuir tous mes géants. Dieu est ma paix, Dieu est ma paix, il tient toutes choses dans sa main, toujours présent, il fait fuir tous mes géants. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Tout ce qu'il dit s'accomplit dans son repos. Ma foi s'aligne à sa grâce. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur
cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Oui, le bonheur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oh. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Ton amour me poursuit. Oh. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Ton amour me suit. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Oh, vous pouvez faire plus de bruit que ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout le monde a eu sa chocolatine ou son croissant? Non? C'est pas vrai. Ah. Non, Sarah, garde-les. Ils mentent. C'est pas... Ah non, c'est... Bon, il manque un plateau de viennoiserie ici. Ils n'ont pas menti, pardon. Oh, je suis désolée. Je vais inviter la star du jour qui se cache parmi vous et qui va vous dire, vous savez ici, à l'Église Novation, on a un slogan, c'est de l'ordinaire à l'extraordinaire. Pourquoi ? Parce que tous ici, quand nous avons fait cette rencontre avec Jésus, ça a changé nos vies. Et certes, nous sommes restés des personnes ordinaires, mais à cause de la présence de Dieu dans notre vie, on vit des choses extraordinaires. Et c'est ce que vous allez entendre ce matin. Si tu veux me rejoindre, applaudissez-le. On a beau être très grands comme Max et moi, c'est impressionnant d'être devant vous. Bienvenue Max. On va s'installer. La chaise est haute pour moi, donc il me faut un petit quart d'heure pour monter dessus. Bonjour. Bonjour. J'arrive. Bonjour à tous. Alors, pour les membres de l'Église, la plupart d'entre vous connaissez Max, mais vous ne connaissez pas forcément son histoire et je suis sûre que vous allez être surpris. Donc, je vais te laisser te présenter rapidement pour ceux qui te rencontrent pour la première fois. Et puis ensuite, tu vas nous raconter ton histoire qui, pour le coup, est assez extraordinaire. Vas-y, je t'en prie. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Maxime. Je suis le mari d'Hélène, qui est là-bas, et puis le papa de 3 enfants, Manon, Salomé et Timothée. Je suis aussi le fils de Nicole, qui est membre de l'Église également.
Donc je suis originaire d'Agen, où j'y ai vécu jusqu'à l'âge de mes 20 ans. Et donc avec Hélène, nous sommes membres de l'église Novation depuis 2018 maintenant. Et donc je suis au service donc de la technique et puis aussi de l'épicerie et puis différents travaux dans l'église. Voilà. Super. Donc, la technique, c'est un peu sa faute. Hein, on parlait tout à l'heure à ma table de la technique. Ça fait partie de... On peut les applaudir parce que tout le son, les lumières, la musique, ça demande du travail aussi. Donc, j'en profite. Et je tiens à préciser, sa fille Manon, ce n'est pas moi. Je m'appelle Manon aussi, mais je ne suis pas sa fille. Max n'est pas mon papa. Donc, quand tu en parles, on voit que pour toi, la vie d'église, ça semble naturel, ça semble intégré dans ton quotidien. Est-ce que c'est un environnement dans lequel tu as grandi? Est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours? Alors, bien sûr. Donc, mes parents, à l'origine, ne sont pas chrétiens. Donc, je n'ai pas grandi dans une éducation religieuse ou avec des enseignements religieux. Donc, je n'avais pas de valeur en fait ou d'image de Dieu étant petit. Dieu n'avait pas sa place dans notre famille jusqu'à l'âge de mes 9 ans où ma maman s'est convertie, elle a rencontré Dieu et c'est là où elle a intégré l'église Novation à Agen. Il faut savoir qu'à l'âge de mes 6 ans, donc mes parents se sont séparés et donc je suis parti vivre avec ma maman sur Agen donc. Et puis à ce moment-là, ça a été assez difficile pour moi. Je parle d'un peu de ça parce que c'est ce qui va me donner un peu l'image que j'avais de Dieu à ce moment-là. C'était difficile pour moi, justement, la séparation de mes parents. Donc, j'étais un garçon très rempli de colère, avec beaucoup de violence, notamment à l'école. Donc, je n'avais pas conscience de l'existence de Dieu. Je n'avais pas envie de connaître Dieu non plus, même si ma maman, avec tous les efforts qu'elle a fait et comme elle a pu, j'allais à l'église avec elle, donc après sa conversion, mais c'était pas mon truc. C'était pas mon truc. Voilà. Donc je me rappelle encore quand l'église était à Foulayron et que j'allais avec elle et je voyais tous ces gens qui chantaient, qui criaient, je les prenais pour des fous. Parce que pour moi, croire en quelque chose qu'on ne peut pas voir visuellement, quelque chose qui n'est pas concret, n'avait pas du tout de sens. Donc j'étais vraiment en opposition avec cette pensée-là d'un Dieu qui existait. Voilà. Tu ne dois pas être le seul. On est un peu fou, c'est vrai. On n'est pas méchant, mais on est un petit peu fou. Donc tu grandis avec cette colère-là un petit peu en toi. Là, tu nous parles de ton adolescence. Qu'est-ce que ça donne un peu quand tu deviens adulte? Alors mon adolescence également a été assez mouvementée parce que j'avais des mauvaises fréquentations. J'ai commencé à 17 ans à fumer le pétard, à fumer la cigarette et puis à faire beaucoup de sorties, notamment en rave party. Donc c'était des soirées techno qu'on faisait dans la forêt ou à l'extérieur. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à prendre goût à la fête, à prendre goût à la drogue, à prendre goût vraiment aux produits aussi, on va dire. Parce que c'était devenu mon quotidien. En fait, tous les week-ends, on faisait la fête. Je fumais beaucoup, je me droguais beaucoup aussi le week-end pour tenir la cadence toute la nuit, parce qu'on aimait bien danser toute la nuit. Donc voilà, on buvait, on prenait des produits. Mais le lundi matin, il fallait travailler. Et là, c'était plus compliqué, quoi. Donc voilà, ça a été mon quotidien de mes 17 ans à mes 20 ans. À mes 20 ans, j'ai senti qu'il
qu'il fallait que je quitte Agen parce que ça devenait vital pour moi. Je me sentais vraiment oppressé, je me sentais vraiment en danger. Tout ce qui était autour de moi était de plus en plus sombre. J'avais les amis qui commençaient à mal finir avec la drogue. Je commençais à avoir des problèmes avec la police parce qu'on organisait des soirées. Et je sentais que ça devenait vital. Donc à 20 ans, j'ai fait le choix, avec un ami, de partir d'Agen et d'aller en Guadeloupe. D'accord. Donc tu pars t'installer au soleil. Quelle honte, tu quittes Agen. Ne quittez pas Agen. Et là, tu y rencontres une infirmière qui est ton épouse aujourd'hui, donc Hélène, qui est là-bas. À quoi ressemble votre quotidien, le quotidien que vous construisez? Est-ce que tu dirais que vous étiez heureux ensemble à ce moment? On pensait être heureux, mais on ne l'était pas. C'est vrai qu'on avait tout pour être heureux, puisque voilà, quand on voit l'image de la Guadeloupe, c'est l'eau bleu turquoise, le soleil toute l'année, on avait la plage, les barbecues avec les amis le week-end, cette sensation d'être en vacances toute l'année, malgré le fait qu'on travaillait, qu'on avait un travail tous les deux qui nous plaisait. Comme Agen aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc on avait vraiment cette sensation d'être en vacances toute l'année. Et on appréciait le fait d'habiter en Guadeloupe, mais les fêtes, les soirées, la drogue, tout ce que j'avais quitté à Agen, en fait, on a repris ces habitudes-là en Guadeloupe. Et donc, c'est vite redevenu mon quotidien et notre quotidien, parce que j'ai embarqué Hélène là-dedans également, à faire la fête et puis à continuer à fumer et puis à prendre des drogues dures aussi le week-end. Voilà. Donc on pensait être heureux, mais on ne l'était pas. C'était vraiment une facette, une image qu'on voulait donner, mais on n'était pas heureux. Et même on constatait à ce moment-là que notre couple se détruisait petit à petit. Donc tu cherches ce bonheur, tu continues à le poursuivre. Tu décides avec Hélène de réaliser un rêve, peut-être pour accéder enfin à ce bonheur que tu cherches. Mais tu n'imagines pas à ce moment-là à quel point cette démarche, ça va bouleverser votre vie. Oui, complètement. On était avec Hélène, on voulait quelque part une vie nouvelle, on voulait un nouveau projet pour s'accrocher à quelque chose, parce qu'on avait vraiment conscience que notre statut, notre vie, ce qu'on vivait ne nous convenait pas, et puis allait nous détruire petit à petit. Donc on s'est découvert une passion commune avec Hélène, c'est ce qui était le bateau à voile. Donc on avait décidé de prendre des cours de bateau. Et puis par la suite, on a eu envie d'acheter un bateau, un voilier. Et donc avec les conseils d'amis, on a regardé vraiment les annonces, tout ça. En Guadeloupe, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bateaux, beaucoup de voiliers à vendre, mais c'était pas dans notre budget. Donc vu qu'on aime bien faire les choses pas comme tout le monde, on a trouvé un bateau, une annonce qui était intéressante. C'était un couple de Français qui vendait son bateau après avoir fait un tour du monde. Ils s'étaient arrêtés à Kingston en Jamaïque. Donc il fallait aller chercher le bateau et le ramener en Guadeloupe. C'était une bonne affaire. D'accord. Donc tu pars avec Hélène ? Non. Là, on décide que je parte tout seul récupérer le bateau en accord avec le vendeur. Ce qui était convenu, c'était que le vendeur nous m'aide à convoyer le bateau jusqu'en Guadeloupe, puisque je savais faire de la navigation, mais j'étais encore novice. Et ramener un bateau depuis la Jamaïque jusqu'en Guadeloupe, il faut compter à peu près 15 jours de navigation. Et donc voilà, vaut mieux être 2, voire 3 personnes pour ramener le bateau. Donc on a pris la décision que j'y aille tout seul, j'y suis allé. Arrivé sur place en Jamaïque, donc j'ai fait les papiers avec le vendeur. Et ça ne s'est pas passé comme prévu, puisqu'après avoir fait les papiers, il m'a fait faux bon. Il est rentré en France en me laissant là un peu tout seul. Il m'a présenté Romain, qui était un Anglais qui avait son bateau juste à côté du mien, mais qui ne pouvait pas rentrer en Guadeloupe parce que son bateau
était en mauvais état. Et donc, on a décidé avec Romain, enfin, le vendeur m'a présenté Romain pour qu'il puisse prendre sa place pour m'aider à ramener le bateau. D'accord, oui, parce que toi, tu ne pouvais pas le ramener tout seul. Non. Donc, vous partez de Jamaïque tous les deux. Voilà. Alors, on fait un premier essai où on a quitté le port de Kingston. On est parti en mer et puis je me suis vite rendu compte que Romain ne savait pas si bien naviguer que ça. Et il y avait aussi la barrière de la langue. Et, étant anglais, il ne parlait pas français. Et puis moi, avec mon anglais, c'était un peu compliqué. Donc j'ai décidé de revenir au port pour trouver une autre solution parce que ce n'était pas possible de prendre la mer pour 15 jours, juste Romain et moi. Donc à ce moment-là, retour au port de Kingston. Et après quelques coups de fil avec Hélène et à des amis à nous, on a trouvé un ami d'un ami qui était prêt à venir m'aider à convoyer le bateau depuis la Jamaïque jusqu'en Guadeloupe. Vous voyez, ça fait quand même un sacré parcours. Et donc Ludovic est arrivé quelques jours après pour nous aider à ramener le bateau. Donc à ce moment-là, on a fait un autre départ. On est parti Ludovic, l'ami, Romain, qui était toujours avec nous, et puis moi, on est parti en mer pour direction de la Guadeloupe. Voilà. Sauf qu'en mer, on a eu beaucoup de péripéties. Oui, vas-y. Alors oui, c'est un... Là, j'espère que vous avez bien votre café plein, parce qu'il va falloir suivre, je vous garantis. Vas-y, emmène-nous en mer avec toi. Alors, il faut savoir qu'un voilier, c'est constitué donc d'un moteur et de 2 voiles. Donc la grande voile et une autre voile qui est devant, qu'on appelle le génois. Voilà. Donc au bout de 2 jours, on naviguait bien, tout se passait bien, il y avait du vent, on avait mis le moteur. Et au bout de 2 jours, erreur de débutant, le moteur a calé, on avait oublié de remettre du gasoil dans le moteur. Oui. Donc il n'y a pas que les femmes qui font ça. Hein? Donc après quoi, on a refait le plein du moteur, mais il a fallu purger le moteur. Sauf qu'en purgeant le moteur, Romain a cassé la vis de purge, ce qui fait que on ne pouvait plus utiliser le moteur, étant donné qu'il y avait une prise d'air. Donc sur le coup, on s'est dit bon, c'est pas grave, il y a du vent, on navigue bien, ça avance bien, et allons-y, on ne s'est pas préoccupé plus que ça du moteur. Au bout du 3e ou 4e jour, c'était un soir, on entendait un bruit en haut du mât. Et puis d'un coup, en pleine mer, d'un coup, la voile de devant, donc vous voyez là, il y a la voile de devant, la fixation de la voile de devant a cédé. Donc la voile est tombée dans l'eau, elle s'est remplie d'eau. Tant bien que mal, on était allé à l'avant du bateau, on a réussi à accrocher la voile tout le long du bateau, mais on s'est retrouvé avec juste la grande voile et sans moteur du coup. Et à ce moment-là, donc le lendemain, on constatait qu'on ne pouvait pas garder de cap, on ne pouvait pas prendre une direction, on était en train de partir à la dérive. Et on partait vers les côtes du Venezuela sur la gauche. On était en train de dériver vers le Venezuela. Donc pour nous, c'était problématique parce qu'on n'avait pas assez de quoi manger et de quoi boire. On n'avait pas prévu de passer autant de temps en mer. Donc j'ai choisi, après beaucoup de réflexion, j'ai choisi de déclencher la balise de détresse. C'est un boîtier qui est obligatoire dans tous les bateaux. Donc on enclenche ce boîtier-là et ça envoie un signal sur les secours, auprès des secours marins. C'est international. Donc on a envoyé ce signal de détresse. Un signal radio? Un signal radio ou un signal, je pense que c'est plus GPS, mais oui, c'est un signal qui est reçu par les Coast Guard. Quelques heures après, les secours donc, sont arrivés près de nous en avion. Il faut savoir qu'à ce moment-là, nous, on était en pleine mer et on ne voyait rien autour de nous. Pas de terre, pas de bateau, rien du tout. Donc les secours nous ont survolés en avion, ils nous ont contactés par radio. Ils nous ont expliqué qu'ils pouvaient nous évacuer, nous porter secours par hélicoptère
mais il fallait laisser le bateau à l'abandon, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de venir nous rejoindre en bateau. Le seul moyen de nous évacuer, c'était par les airs et de laisser le bateau à l'abandon. Donc pour moi, c'était hors de question, parce qu'avec Hélène, on venait de mettre toutes nos économies dans ce bateau. C'était notre rêve, c'était notre projet, pas toute une vie, mais voilà, c'était hors de question de laisser le bateau comme ça. Donc on a refusé ces secours-là. Après quoi, donc il y a un pétrolier russe qui a capté notre signal, qui était à plusieurs kilomètres de nous, mais qui a capté notre signal et qui est arrivé à notre rencontre. Donc après, alors David et Goliath. Voilà, c'est pas la photo d'origine, hein, mais c'est pour vous permettre de visualiser en fait la différence de taille. Donc c'est exactement ça. Il faut savoir qu'on a su après que le pétrolier avait arrêté ses moteurs 4 km avant d'arriver sur nous. Et plus on le voyait arriver, plus il était gros, plus c'était impressionnant. Et donc on s'est retrouvé sur le côté du paquebot. Le voilier a frotté tout le long de la coque. Les câbles qui tiennent le mât tous s'est mis à se plier en fait avec la pression de la coque le long de la coque, et on s'est retrouvé vraiment à la suite, on s'est retrouvé à l'arrière du paquebot. Les marins du pétrolier nous ont jeté des cordes, enfin, dont une corde pour qu'on puisse être relié au paquebot, et le but c'était qu'ils puissent nous dépanner en pièces pour réparer le moteur. Donc à ce moment-là, on se retrouve derrière le paquebot, le voilier attaché au paquebot par une corde. Moi, j'étais à la barre, on avait tous les gilets de sauvetage. J'étais à la barre avec un sac étanche, tous les papiers importants. On était prêts à sauter à l'eau en cas de problème. Et à l'avant, donc il y avait Romain et Ludo qui tenaient la corde. Et là, on voit la mer est calme, mais nous, à ce moment-là, il y avait des vagues. Et à chaque mouvement de vague, on voyait le derrière du paquebot qui se levait. Et on pouvait voir en fait la turbine avec le gouvernail. Et on se sentait aspiré en faisant des allers-retours comme ça à l'arrière du paquebot. Et je me rappelle, c'était tellement impressionnant, tellement hallucinant. Il y avait plein de personnes qui se trouvaient en haut du paquebot et qui nous prenaient en photo, qui nous filmaient, tellement c'était fou. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu comme un flash, comme on peut voir dans les films où les gens sont face à la mort, puisque je sentais vraiment que j'allais mourir. Et comme dans les films, ma vie a défilé en l'espace de quelques secondes avec une succession d'images. Et j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à Hélène, j'ai pensé à ma vie, j'ai pensé à ce que j'avais fait, ce que j'avais pas fait, tout le temps perdu à faire n'importe quoi. Et dans ma tête, je me suis mis à crier à Dieu, à crier tout simplement et à dire que je voulais pas mourir, parce que je sentais vraiment qu'on allait mourir à ce moment-là. Donc là, le moment, pour toi, il est vraiment critique. Rien ne se passe comme prévu. Tu penses que tu arrives au bout de ton histoire, que le bateau, tu vas couler avec. Comment tu as ce cri-là qui sort du cœur. Comment tu te sors de cette situation? Parce que manifestement, tu n'es pas passé à travers l'hélice du bateau russe. Non. Au moment où j'ai crié à Dieu, où je lui ai dit que je ne voulais pas mourir, je me rappelle vraiment de lui avoir dit que je ne voulais pas mourir. Pour moi, c'était... Là, aujourd'hui, je peux dire que j'ai crié à Dieu, mais sur le moment, j'étais face au danger, donc je n'ai pas eu l'impression de parler à Dieu. Mais donc après avoir fait ce cri, j'ai entendu une voix claire dans ma tête qui m'a dit « Va devant et détache la corde ». Donc j'ai lâché la barre du bateau, le bateau a tangué un peu comme ça, et je suis allé à l'avant et j'ai détaché la corde, j'ai poussé Romain et Ludo, j'ai détaché la corde, ils n'ont pas compris pourquoi sur le coup, mais le voilier s'est éloigné progressivement du paquebot, et je sais qu'aujourd'hui ça nous a sauvé la vie. Après, donc on a laissé tomber le paquebot, on s'est fait insulter par le capitaine du pétrolier, parce qu'il ne comprenait pas.
Ils avaient fait un détour exprès pour vous, C'est vous ça, aider. ouais. Mais voilà, on savait qu'il n'y avait pas de possibilité, pas de solution avec eux. Donc on a choisi de les laisser partir et puis nous de partir de notre côté. On a réussi à bricoler une petite voile pour accrocher à l'avant du bateau, ce qui nous permettait en fait de pouvoir déjà avancer et de pouvoir garder un cap. L'objectif, c'était de rejoindre les côtes de Saint-Domingue pour réparer le bateau et après pour pouvoir repartir en Guadeloupe. Donc après le paquebot, on a subi une tempête, voilà, pendant 24 heures. On a pris des gros vents, on a pris des vagues de 6-7 mètres de haut. Je me rappelle le soir où on voyait la lune, il y avait le ciel qui était couvert, mais on voyait la lumière de la lune, et tout d'un coup on voyait une masse d'ombre comme ça monter, et c'était les vagues en fait. Et le bateau il montait comme ça, il descendait, et pendant 24 heures il fallait vider le bateau parce qu'à chaque vague il se remplissait d'eau. Donc après la tempête, ça a été le calme. Et on apercevait les côtes de République dominicaine et on a réussi à rejoindre la République dominicaine tant bien que mal, voilà, au bout de 10 jours en mer. D'accord, donc tu as cassé un moteur, tu as perdu une voile, tu as refusé de partir en avion, tu n'as pas pu être aidé par le pétrolier qui a failli t'engloutir, tu subis la tempête, enfin tu rejoins la terre ferme avec ton bateau. Et là, j'imagine, le calme revient, tu répares, tu rentres chez toi, et avec Hélène, vous commencez à vivre ce rêve que vous avez poursuivi. Oui, ça aurait été bien. Ça aurait été bien, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Alors l'arrivée était assez paradisiaque. Donc on est arrivé par les côtes, et on est passé entre la petite île et donc les côtes de Saint-Domingue. Et on est arrivé dans le petit port que vous pouvez voir à droite. L'arrivée était paradisiaque, hein. L'eau était bleu turquoise, on avait les dauphins qui étaient à l'avant du bateau, qui nous suivaient comme ça, on était là, super, on était trop contents. Nous, l'objectif, c'était vraiment de prendre une nuit d'hôtel, de prendre une douche, de se faire un bon resto, de se poser, de dormir, de réparer le bateau et puis de rentrer à la maison. Donc on venait de passer 10 jours en mer, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Voilà. On a réussi à se faire tracter par un bateau à moteur pour arriver jusqu'au ponton. Et donc arrivé à la marina, au port, le propriétaire de la marina est venu nous voir pour nous dire bon ben voilà, vous allez avoir un contrôle de douane. Est-ce que vous avez des choses à déclarer, clandestins, de la drogue, des armes? Donc moi non, c'est bon, vous pouvez y aller. Et donc un policier est arrivé en civil avec le pistolet comme ça dans le pantalon. Il est arrivé et puis il a commencé à fouiller le bateau. Et puis j'ai vu que son regard a changé au moment où il avait les valises de Romain. Donc Romain, on resitue, c'était l'anglais que j'avais pris en stop à Kingston. Donc le regard du policier a changé. Et donc à ce moment-là, il me demande un couteau. Je lui donne un couteau et puis je regarde Romain et je lui parle en anglais. Je lui dis mais il y a quelque chose, et puis il me fait signe comme ça, comme pour donner signe de la fumette. Et là je me dis bon mince. Et puis le policier donc avec le couteau déchire parce que Romain avait fait un double fond en résine dans ses valises. Et donc le policier déchire le double fond en résine. Et là, il commence à sortir 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets. Et au total, Romain avait 7 kilos d'herbe dans ses valises. Waouh, ouais. Là, tu commences à transpirer. Ouais, tout à fait, parce que le ton a tout de suite changé, les policiers. Donc, il y a les renforts qui sont arrivés des policiers. Ils nous ont sortis du bateau, ils nous ont plaqués au sol. Il faut savoir qu'en République dominicaine, donc les douanes, et la police des douanes, c'est l'armée. Donc l'armée est arrivée, ils nous ont plaqué au sol, menottés, mitraillettes sur la tempe.
Et c'est un pays où ils parlent espagnol, et l'espagnol, enfin, ils sont beaucoup dans le bruit, dans le cri, et donc ils nous criaient dessus, nous on comprenait rien du tout ce qui se passait, quoi. Donc ils nous ont mis là sur menottés sur le ponton. Le procureur est arrivé et ils ont complètement fouillé le bateau en pensant trouver autre chose. Et donc à ce moment-là, ils étaient tous contents. On voyait que ça leur faisait plaisir d'avoir attrapé des Occidentaux avec de la drogue. Et ils nous ont mis dans un pick-up, tous les trois dans la benne d'un pick-up, avec un policier assis de chaque côté du pick-up. Et puis là, on a traversé Saint-Domingue à toute allure avec les sirènes, pour nous amener au commissariat, voilà, où ils nous ont posé quelques questions. Le lendemain, on passait directement devant un juge, voilà, où Romain a parlé. Romain a dit la vérité, que la drogue était à lui et que nous, on n'était pas au courant. Sauf que le juge, il n'a pas cru, et donc il a décidé de nous mettre 3 mois de prison, le temps de faire une investigation. D'accord, à ce moment-là, toi, tu es innocent, tu n'étais pas au courant, tu es plutôt confiant. Malgré la situation, tu dois être épuisé, j'imagine. Mais tu vas vite te rendre compte que la situation est quand même plutôt critique. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé après ? On était plutôt confiants avec Ludovic, parce que nous, on a l'image de la France, avec notre pays, avec une justice, avec la présomption d'innocence. Donc on se dit que dans les autres pays, c'est pareil. Donc, le fait que Romain avoue que la drogue était à lui, et nous, on n'était pas au courant, on pensait qu'ils allaient nous croire et qu'on allait être libérés rapidement. Mais l'ambassade est venue quelques jours après, et donc ils nous ont interrogés, l'ambassade de France, et ils n'ont pas cru à notre histoire. Ils m'ont dit, soit vous êtes bête, soit vous êtes naïf. Je me rappelle, ils ne nous croyaient pas. Et donc là, on a passé une quinzaine de jours, c'était à peu près une quinzaine de jours, dans une cellule qui était au sein même du tribunal. Donc on était dans une pièce de 30-40 mètres carrés, on était assez nombreux selon les arrivages, pas de lit, pas d'eau courante, juste une grille qui faisait office de contact avec les visites. On avait juste un trou pour les toilettes au fond, et donc on n'avait pas de nourriture. La seule nourriture qu'on pouvait manger, c'était ce que les détenus partageaient, ce que les détenus recevaient de leur famille et qui partageaient avec nous. Et je me rappellerai toujours cette scène où j'étais assis, et en face de moi, il y avait un autre détenu qui lisait le journal. Et puis je voyais que quelque chose n'allait pas. Il regardait le journal, et puis il regardait le journal. Il nous regardait, et je lui demande ce qui se passe, et puis il me montre comme ça, il me montre sur le journal l'image qu'on va pouvoir peut-être voir. Et donc on était en première page du journal local pour dire voilà, trafiquant international attrapé à Boca Chica. Voilà. Donc là, on peut voir la quantité d'herbe qu'il y avait dans le double fond. Et puis voilà, donc Romain, Ludo et moi. Donc après ces 15 jours dans la prison du tribunal, on a été transféré dans la prison centrale. J'ai pu rentrer en contact avec Hélène assez rapidement, parce que j'ai pu avoir un téléphone et l'appeler, lui dire que voilà, lui expliquer la situation. Après, on a été transféré donc dans la prison centrale de Saint-Domingue, donc qui s'appelle la Victoria, et on était dans une cellule, on va dire, de transition là, qui était un peu sur la gauche, mais c'était plus un cachot qu'une cellule. Là, le soir, on dormait les uns sur les autres parce qu'il n'y avait pas de place. Il y avait un gros tas de poubelles au fond de la cellule. Quand on est arrivé, donc le chef, on va dire, autoproclamé de la cellule, ils nous ont fouillés. D'autres détenus nous ont rasé la tête. On était toujours en tenue de mer, donc ça veut dire que le short de bain, t-shirt, encore tout salé, on n'avait pas pris de douche. Pas l'hôtel que tu avais imaginé. Non, c'était pas l'hôtel qu'on avait imaginé.
Et donc là, on se retrouve dans ce cachot avec d'autres détenus qui avaient des couteaux sur eux, qui avaient des petites lames de rasoir pour se défendre. Et donc on se retrouve là, avec la barrière de la langue. Et puis à un moment donné, à l'extérieur, on croise un détenu, un blanc, qui était américain. Et puis Ludovic l'interpelle, parle avec lui. Donc avec ses connaissances, il a réussi à nous faire changer de cellule, à se faire transférer dans un autre bâtiment qui était, on va dire, un peu plus confortable et un peu plus sécurisé. Et là, je me suis retrouvé donc dans une petite cellule. Et puis j'ai vraiment craqué. Je me suis effondré en sanglots. Je sentais que voilà, j'avais besoin de craquer, j'avais besoin de vider. Et puis on m'a vite fait comprendre qu'il fallait pas montrer ses faiblesses parce que sinon les autres ils allaient marcher dessus. Voilà. Donc on s'est retrouvé là dans cette prison là où notre cellule, c'était des cellules où on était entre 70 et 100 personnes selon les arrivages. Beaucoup de promiscuité, beaucoup de violence verbale, beaucoup de violence physique, beaucoup de bruit constamment en permanence. Et on se retrouve là dans cet environnement là très très agressif. D'accord. Vous êtes bien là, bien assis avec votre café, ça va? D'accord, donc ok. Donc là, contexte difficile. Tu commences à comprendre sérieusement que tu n'es pas sorti d'affaire. Comment ça se passe avec les autorités? Comment ça se passe? J'imagine qu'il y a des équipes qui se mobilisent pour vous aider. Alors avec les autorités, donc on a vite pris des avocats, un couple d'avocats. À la suite de ça, donc Romain a commencé à nous faire du chantage. Il voulait plus avouer que la drogue était à lui, il nous réclamait de l'argent pour dire que la drogue était à lui. Donc déjà l'ambiance a changé avec lui. Il s'est fait transférer de bâtiment parce que ça se passait pas bien avec nous. On est retourné plusieurs fois au tribunal. Ça a été à chaque fois reporté. Soit il manquait un papier, soit il y avait le juge décidé de nous mettre de la prison en plus parce que pour eux l'investigation n'était pas suffisante. Alors qu'on m'a jamais vraiment interrogé sur le comment, pourquoi, voilà. Donc la situation était très compliquée. Après avoir discuté avec d'autres détenus étrangers, il y avait quelques détenus étrangers dans la prison, donc je constatais qu'il n'y avait pas de justice en fait dans ce pays. Il y avait des personnes qui étaient incarcérées, qui avaient pris 10 ans, 15 ans pour bien moins que nous, ce qu'on avait en fait. En plus de ça, nous, on était vraiment accusés de trafic international. On était accusés d'avoir voulu amener de la drogue dans le pays. Donc, c'était un chef d'inculpation encore plus grave. Et le procureur réclamait entre 15 et 20 ans de prison pour nous trois. Voilà. Donc, en discutant avec les autres détenus, notre cas était vraiment scellé, quoi. C'était sûr qu'on allait rester en prison, qu'on ne serait pas libéré. Et donc, dans ma tête, je commençais à me faire à l'idée de passer un bon bout de temps en prison. Il y a quelqu'un qui, à ce moment-là, n'a pas accepté que la situation soit scellée, c'est ta maman. Et puis, ici, avec l'Église Novation, elle a commencé à prier pour ta situation. Pour Hélène aussi, qui vivait tout ça de son côté. Quelqu'un va se présenter à toi et les choses vont commencer à évoluer. Oui. Alors, pour faire le lien, ma maman a cherché sur Internet une église, un partenariat entre une église française et une église de République dominicaine pour pouvoir faire le lien. Donc, elle a trouvé justement une église en France qui était en contact avec la République dominicaine, avec une Française qui était mariée à un Dominicain, Gessa. Et à ce moment-là, donc la famille de Gessa qui habitait en République dominicaine, sa belle famille, donc Salomon et Isabelle et la maman Marie, ont eu à cœur de venir me visiter tous les mercredis et tous les dimanches
de faire le lien entre ma famille et moi pour l'argent, pour la nourriture, tout ça. Parce qu'il faut savoir qu'en prison, on n'avait rien, il fallait tout acheter, il fallait tout payer, que ce soit la sécurité, la nourriture, le lit, enfin tout. Et donc ces gens-là ont eu à cœur de venir me visiter. Et il faut savoir que la République dominicaine est un pays très croyant. Et eux étaient une famille très croyante. Et ils m'ont vraiment témoigné de l'amour de Dieu, vraiment à travers leur comportement. Il y avait la barrière de la langue au début, donc on ne communiquait pas trop, mais je sentais vraiment un amour de leur part. Et puis le fait d'aller visiter quelqu'un pendant plusieurs mois alors qu'ils ne me connaissaient pas, je trouvais ça vraiment formidable. Et à ce moment-là, donc, je cherchais de la littérature, des livres en français. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a donné un livre. Et quand j'ai vu ce livre qui était la Bible, je me suis dit, mince, quand même, Pas de chance. pas de chance. Je me rappelle, étant ado, je planquais la Bible de ma maman et je lui faisais du chantage parce qu'elle avait pris mon shit et je lui faisais de chantage, bon, tu me rends mon truc et je te rends ta Bible. Bien fait pour toi. Donc moi, Maxime, en prison, avoir ce livre, la Bible, voilà, mais par curiosité, je me suis mis à lire. Je me rappelle que maman m'avait dit de toujours commencer par le Nouveau Testament. Et puis, ça, c'était aux alentours du 4e, 5e mois. Donc, je me mets à lire la Bible un soir, tout seul, dans mon lit. Et puis un verset me saute aux yeux. Dans Matthieu 11, 28, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et là, vu ma situation, j'étais chargé. J'avais aucune solution, aucune visibilité, aucune porte de sortie. Et je me suis mis à parler à Dieu simplement, à lui dire que je regrettais. Je prenais vraiment conscience déjà de son existence. Je prenais conscience des fautes que j'avais commises, des péchés. Je prenais conscience du temps que j'avais perdu à faire n'importe quoi. Je prenais conscience de ma famille, de l'importance de ma famille. Et puis je me suis mis dans mon lit la nuit à prier à Dieu tout simplement comme ça, à lui parler et à faire cette prière, voilà, cette conversation avec lui. Et ça a été le début de quelque chose, le début d'un commencement. À l'intérieur de la prison, beaucoup d'églises, de pasteurs de différentes dénominations venaient dans l'église pour faire des prêches, dans la prison. Ils venaient dans la prison, ils prêchaient, ils amenaient de la nourriture, voilà. Là, on peut voir un prédicateur au milieu qui parlait. Et je me rappelle, c'est exactement un moment comme ça où je me suis retrouvé assis. Et donc, ils prêchaient. Je ne comprenais pas tout, mais je sentais vraiment qu'il fallait que je prenne position. Et donc, à la fin, ils ont fait un appel pour demander qui est-ce qui demandait la prière. Donc, je me suis levé, ils ont écrit mon nom et ils ont commencé à prier pour moi. Et puis, les jours ont suivi. Et chaque jour, j'allais dans la pièce qu'on appelait la chapelle. C'est une petite pièce où on pouvait un peu s'isoler. Et chaque jour, je priais. J'allais là-bas, je parlais à Dieu simplement. Voilà, je priais. Et ce qui est fou, c'est que au niveau de nos avocats, de la justice, il n'y avait aucune porte de sortie, on voyait aucune amélioration. Au contraire, nos avocats, là, les premiers, ils étaient complètement corrompus. Donc, on a arrêté de travailler avec eux parce qu'ils nous demandaient de plus en plus d'argent. Et donc, au moment de mon changement de ma conversion, en fait, du moment où je me suis tourné vers Dieu, j'ai vraiment vu les choses évoluer petit à petit. Tu parles de tout ça avec Hélène à ce moment-là? Alors, pas de suite, parce que c'était quelque chose quand même de très personnel. Et donc, alors, ce qui était super, c'est qu'en prison, j'avais un téléphone portable, donc on pouvait communiquer tous les jours pendant des heures. Et c'est ce que je pense nous a permis tous les deux de tenir. Donc,
voilà, on discutait beaucoup, on partageait beaucoup, mais j'ai pas tout de suite parlé de cette expérience-là. Ça a été par la suite où à un moment donné, je lui ai expliqué justement cette démarche-là, cette sensation de paix que je ressentais. Ce qui est fou, c'est que ce que je retiens vraiment, c'est le fait d'être en prison, d'avoir ces murs, d'avoir ces barreaux, d'avoir, on va dire, cette peine qui devait tomber sur nous de 15-20 ans de prison, ce risque de rester pendant autant d'années en prison. Cette sensation-là, vraiment, mais je me sentais libre. J'étais à l'intérieur, je me sentais libre. Il faut savoir que du jour au lendemain, quasiment, j'ai arrêté de fumer la cigarette et le pétard. Et puis, ça a été vraiment une expérience, une relation avec Dieu qui était assez personnelle. Par la suite, je lui en ai parlé. Elle m'expliquait que, voilà, que c'était bien, si ça pouvait me faire du bien, c'était chouette. Mais ce qui est génial, c'est que Dieu avait déjà son plan. Et par la suite, Hélène a eu sa propre expérience avec Dieu. Et moi, je lui ai partagé ce que je vivais. Mais elle, de son côté, Dieu l'a appelée. Et elle a fait cette rencontre aussi, cette démarche où elle est allée voir quelqu'un, elle a parlé, elle est allée à l'église et elle a fait cette expérience avec Dieu. On était tous les deux séparés, mais on a tous les deux fait cette expérience-là avec le Seigneur. Oui, comme quoi il s'en fiche de là où on en est, il vient nous chercher de toute façon. Donc, ouais, on comprend ce changement radical qui se fait, en tout cas à l'intérieur, dans tes pensées, dans tes émotions. Tu parles de cette paix, de cette sensation de liberté malgré tout. Le contexte, donc tu le dis, n'a pas évolué tout de suite, mais la situation va enfin se déverrouiller. Comment ça se passe ? Alors on s'est retrouvés pendant une période sans avocat. Un contact donc de Gessa, qui était cette Française qui vivait en République dominicaine, était avocat dans son église, était avocat mais ne gérait pas du tout cette partie il n'était pas dans les affaires de drogue ou de prison, c'était pas du tout son domaine. Mais notre histoire l'a interpellé, il a décidé de prendre en main notre cas et donc de nous défendre. Ma maman, par à peu près la même période, a pu rencontrer donc, le ministre des Affaires étrangères pour plaider ma cause. Les choses ont commencé à bouger. Voilà. Je me rappelle d'être un jour dans la cour de la prison et de recevoir un coup de fil. Et c'était une journaliste d'M6 qui voulait venir faire un reportage sur nous. Et puis elle me dit à ce moment-là, je vais vous passer le rédacteur en chef d'M6 pour que vous parliez avec lui, tout ça. Il aimerait venir faire un reportage. Et donc je suis resté 1h30 avec le rédacteur en chef d'M6. J'étais dans la cour, je lui ai expliqué comment la prison se passait, tout ça. Et puis il était très intéressé de venir faire un reportage. Donc j'en ai parlé à Hélène, à l'ambassade de France, et puis on a pris la décision de ne pas faire appel aux médias parce qu'on ne voulait pas que ça nous fasse de la mauvaise pub, étant donné qu'on allait passer au tribunal juste après. Voilà, donc après être passé, on est passé en tout 18 fois au tribunal sur une période de 10 mois. Donc on est resté 10 mois en prison. À la 18e fois, donc on est passé au tribunal. Romain est arrivé, on s'est retrouvés devant les juges et puis je me rappelle lui avoir donné un coup de coude et lui dire que voilà, il fallait qu'il parle, que c'était pas possible de rester dans cette situation-là, il fallait qu'il parle. Et donc, chose à peine incroyable, il a parlé, il a demandé la parole, il a pris la parole, il a dit qu'on n'était pas coupable, que la drogue était à lui, qu'on n'était pas du tout au courant. Et là, les juges ont déclaré que Ludo et moi, on était innocents et qu'on devait être libérés. Waouh. Enfin. Donc, tu es libéré après combien de temps en prison au total ? Donc, 10 mois en prison. 10 mois en prison. 10 jours en mer, 10 mois en prison. Et donc, on n'a pas été libéré de suite. Oui. Il a fallu attendre quasiment une semaine pour être libéré. D'accord. Voilà. Donc là, enfin, tu sors après toutes ces aventures. Est-ce qu'on a droit à un final hollywoodien
Hélène arrive en courant sur la plage. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Non. Non. Je suis resté un mois en République dominicaine pour essayer de récupérer le bateau, pour essayer de récupérer mes affaires. Mais c'était pas possible. Il fallait reprendre un avocat, il fallait entamer des démarches encore pour récupérer tout ça. Donc on a fait le choix que je rentre en Guadeloupe. Donc c'était super parce qu'arrivé à l'aéroport, il y avait les amis, il y avait Hélène qui était là. C'était génial, c'était vraiment super, cette sensation de liberté, des choses simples, mais le fait de regarder le ciel la nuit, le fait de pouvoir aller là où on veut, quand on veut, de pouvoir s'isoler, tout ça. Mais le retour n'a pas été facile, parce que je venais quand même de passer 10 mois dans un environnement très violent. Verbalement, physiquement, j'ai vu des personnes se faire planter devant moi. Il y avait beaucoup d'agressivité et puis le bruit en permanence. Donc moi, je reviens dans mon cadre de vie normal, on va dire, avec ma chérie. Même si j'avais Dieu, même si je voulais continuer à m'engager avec Dieu, le retour à la réalité n'a pas été facile. Pour le couple et puis pour la vie de travail. On a quand même décidé de s'engager, on a quand même décidé d'intégrer une église, on a quand même pris la décision de se marier, de se baptiser. Mais la guérison a été un processus. Je faisais des crises d'angoisse. Donc dès qu'il y avait de la foule, dès qu'il y avait du monde, je faisais des crises d'angoisse, je n'arrivais plus à respirer. Mais on a été très bien entourés par les frères et sœurs en Guadeloupe. Beaucoup de gens priaient pour nous aussi. Et on a été vraiment très bien soutenus. Voilà. Et ce qui a été vraiment notre force, c'était que notre couple n'était plus à deux, mais on avait décidé, Hélène et moi, de placer vraiment Jésus au centre. Et c'est ce qui a fait la différence. C'est ce qui a fait que notre couple a tenu, qu'on peut être là aujourd'hui devant vous avec 3 beaux enfants. Et c'est vraiment cette priorité qui a changé dans notre vie, qui fait que voilà, aujourd'hui on est encore ensemble et pour longtemps. La Bible nous dit que Jésus nous rend libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Alors forcément, avec ton témoignage, ça prend un sens très concret. On voit que Dieu agit de façon sur certaines choses immédiates. Tu nous as parlé du tabac, de la drogue, tout ça. On voit qu'il y a d'autres choses qui prennent plus de temps. Mais si tu pouvais conclure au-delà de la prison, tu viens de dire il y a un avant et un après ta rencontre personnelle avec Dieu. Vous êtes là aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années après on est aujourd'hui, mais j'ose croire que si vous êtes là, c'est que vous continuez à trouver ce dont vous avez besoin dans ce christianisme-là, qui n'a rien d'une religion, qui est quelque chose de très concret, d'authentique. Si voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont là ce matin, il y en a qui ne te connaissent pas du tout, ils viennent d'entendre ton histoire. On pourrait la raconter en 4 ou 5 heures, je pense, tellement il y a de choses à dire. S'ils devaient retenir qu'une seule chose dans toutes tes histoires, tu voudrais qu'ils repartent avec quoi ? Je pourrais dire n'attendez pas les galères pour se tourner vers Dieu. J'avais ce vide en moi pendant toute mon adolescence, pendant toute ma vie avant Dieu, j'avais ce vide-là que j'essayais de combler par la fête, par l'alcool, par la drogue, par les amis, tout ça. Et ça restait éphémère. Ce vide était comblé, mais c'était éphémère. Et Dieu a comblé ce vide. Et aujourd'hui, voilà, je suis rempli. Donc voilà, si vous êtes vide, Dieu peut remplir. Voilà. Yes. Merci beaucoup, Max. Avec Merci plaisir. pour ce témoignage. Je crois que si on peut laisser encore un conseil, c'est ne prenez pas le bateau avec n'importe qui. Faites du vélo, c'est bien. Merci beaucoup.
Je voudrais inviter le pasteur Jean-Claude à prendre la suite.